Bonjour Stan. Salut Chloé. Alors aujourd'hui, on a l'occasion de parler de la situation actuelle. Ça fait maintenant 10 mois que des mesures liberticides sont mises en place. Et comme disait Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, la pandémie, pour lui, représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour repenser et réinitialiser notre monde. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Qu'est-ce que tu penses de la situation telle qu'elle est maintenant? Waouh! Alors, ce que m'inspire ce que dit ce type, déjà, bien sûr, on retrouve le terme réinitialisation, oui. Donc c'est the Great Reset. C'est ça. C'est la fameuse réinitialisation de tout le système sociétal, c'est-à-dire civilisationnel d'ailleurs. C'est-à-dire que ce qui est visé par l'offensive de la mise en scène de pandémie, qui est la première phase du complot global pour détruire ce monde et créer le nouveau monde, le nouvel ordre mondial. Donc ce grand reset, il a pour but de réinitialiser non seulement la société, mais l'homme en lui-même. Oui. C'est-à-dire de créer un homme, c'est-à-dire d'exterminer l'homo sapiens, cette dernière version de l'homo sapiens que nous sommes, pour créer une nouvelle version qui sera une version remodelée par la révolution du genre et la révolution transhumaniste. Et la 4e révolution industrielle dont il parle également. Et voilà, et la 4e révolution industrielle, alors là c'est... pour moi, depuis le début, ce que je vois, c'est que c'est une même révolution, depuis le début, qui est une révolution luciférienne. Là, il y a une guerre contre le vivant qui est appliquée sur le plan terrestre. C'est la guerre du mal contre le bien, de la doctrine luciférienne, où Lucifer, donc, et les adeptes qui le représentent sur Terre, qui ont tous les pouvoirs, suivent le plan pour détruire le vivant et créer à sa place un monde artificiel. Ouais. Faire de la planète un satellite mort sur lequel la vie artificielle sera la seule forme de vie possible. Et donc on en revient à toutes les visions d'horreur qu'on a dans les, dans les films d'anticipation. Et l'homme sera une créature donc modelée, je disais, par la révolution transhumaniste et la révolution du genre, produite selon des procédés de procréation artificielle, géré par l'intelligence artificielle, augmenté avec la nanotechnologie, le génie génétique, la cybernétique robotique, et le tout contrôlé par l'intelligence artificielle, à commencer par la procréation, qui ne sera plus du tout une prérogative naturelle, mais un droit qui nous sera octroyé ou pas, en fonction de notre comportement. Exactement. Et pour revenir sur ce que tu disais par rapport au transhumanisme et par rapport à l'être humain augmenté, modifié, justement Klaus Schwab, toujours le même, parle dans son livre parlant de la 4e révolution industrielle que l'humain tend à devenir une fusion entre son identité physique, biologique et digitale. Donc il le dit lui-même, effectivement. Alors l'humain étant rien du tout en réalité. L'humain, c'est un vaste bétail qui n'a pas conscience d'être ce bétail et qui est plongé civilisation après civilisation dans un piège, une ingénierie civilisationnelle ou sociétale beaucoup plus, à chaque fois plus, plus écrasante en termes de piège. Donc il ne tend à rien du tout, l'humain, il est simplement manipulé. Et on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui avec cette psychose qui est faite, là, le port du masque et tout le tour, on viendra dessus. Et donc ce que tu disais, là, ce que ça m'inspire, ça me fait un peu rigoler en même temps, c'est une opportunité. Pour eux, C'est pas une opportunité du tout. C'est-à-dire que c'est eux qui créent cette situation-là, du début à la fin, c'est créer le problème pour prétendre apporter une solution qui est en fin de compte un subterfuge pour nous aspirer un peu plus dans la direction du contrôle global, de la surveillance de masse. C'est ça, du contrôle global de la surveillance de masse et surtout de la destruction du vivant et pas seulement de l'être humain, vers laquelle ils ont orienté tous leurs projets. Et je dirais même d'ailleurs qu'à travers l'usage qui est fait de l'être humain, en fin de compte, avec la révolution industrielle, nous sommes le vecteur nous-mêmes de la destruction du vivant. C'est-à-dire qu'avec une pierre, plusieurs coups.
les lucifériens, ils fonctionnent comme ça. C'est pas une pierre de coups, ça ne les satisfait pas, c'est une pierre plusieurs coups. Donc on sert, nous aussi, avant tout, non seulement à nous autodétruire nous-mêmes et à créer l'enfer de demain, mais on sert en même temps de vecteur de destruction du vivant, c'est-à-dire que le mode de vie civilisationnel auquel nous avons été, depuis la révolution industrielle qui évidemment est à coup monté, on a été plongé, est la façon la plus rapide et sûre de détruire tout sur la nature. Le mode de vie industriel d'autant de milliards de personnes qui sont obligées de suivre le mode de vie industriel est le moyen le plus efficace d'instrumentaliser tout le bétail humain pour détruire le vivant, pour amener à ce que toutes les solutions ensuite envisagées en termes de contre-mesures aux dégâts qui auront été commis, permettent donc aux maîtres lucifériens de nous dire, ah bah, écoutez, la solution maintenant avec tous les dégâts que vous avez faits, ça va être ça va être de réduire la population mondiale, ça va être de réguler les naissances, de contrôler aussi, parce que vous êtes tous devenus complètement dégénérés, donc il va falloir faire en sorte qu'il y ait moins de gosses difformes qui naissent, etc. etc. Toutes ces abominations qu'ils provoquent eux-mêmes, maintenant avec le nouvel ordre mondial, ils vont prétendre y remédier, et ce sera la fin absolue de l'humanité. Alors moi je préfère dire ça serait la fin, c'est ce qu'ils souhaitent mettre en place, mais heureusement ça ne va pas se produire. Non, on parle plutôt de grand réveil plutôt que de Great Reset, et c'est justement grâce à des personnes comme toi qui nous éveillent sur ces phénomènes qu'on va éviter la catastrophe en fait. On a vu récemment que tu t'es rapproché du CNT. Oui. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es par rapport à ça? La Néopole, tu avais été désigné en fait comme dirigeant, ouais, comme tête de la Néopole. Où en es-tu aujourd'hui par rapport à tout ça? Bon, alors, quand je suis sorti de prison, déjà c'est quelque chose que je ne me suis toujours pas vraiment expliqué, comment ça se fait que je sois sorti si vite de prison. De façon prématurée, on peut dire. De façon prématurée, hein, parce qu'on m'a accordé des libertés, des remises de peine auxquelles je ne m'attendais pas du tout, en réalité. C'est assez incongru. Bref, donc, je cherche toujours l'explication. J'ai été contacté tout de suite par Éric Fiorilles, que je pensais d'ailleurs être président du CNT, mais j'y suis après que ça n'était pas lui, donc c'était Delphine Cosme. Et j'ai fait tout de suite un zoom avec Éric Fiorilles et Delphine Cosme, qui m'ont proposé d'intégrer la Néopole. Donc ça c'était à quel moment? Juste à ta sortie C'était le 15 ou le 16. Donc j'avais quand même eu un petit battement parce que je suis sorti le 31 novembre de prison. Ils m'ont contacté, enfin ils avaient essayé de me contacter déjà depuis quelques jours et je n'avais pas immédiatement donné suite. Le 30 novembre. C'était le 30 novembre. 30 novembre. Oui. Et puis ensuite, donc, le 30 novembre. Ils t'ont contacté, tu n'as pas donné suite. Enfin, on va dire, bref. Au bout de quelques jours, j'ai pu me mettre en contact avec eux et on a organisé un Zoom dans lequel ils m'ont tout simplement proposé d'intégrer, d'être dirigeant de la Néopole. Voilà. Donc la Néopole, tu peux peut-être juste expliquer en 2 mots? Bon, alors, je ne sais pas moi-même encore aujourd'hui très précisément ce que c'est, parce que j'ai en fin de compte, puisque je suis dirigeant de la Néopole du CNT, j'ai recadré les choses à mon idée, parce que j'avais l'impression que c'était un peu je dirais pas un peu tout et n'importe quoi, mais quand même pas loin. Ce que je redoutais surtout, c'était que ce puisse être apparenté à une milice qui veuille se substituer aux forces de l'ordre. Ouais. Or, puisque j'ai carte blanche en ce qui concerne les Néopoles, eh bien je peux dire que ce n'est pas du tout l'esprit, c'est pas du tout ça. C'est au contraire une idéologie dans laquelle on veut intégrer les actuelles forces publiques, oui, policiers et gendarmes, dans l'esprit évidemment d'un renversement de l'occupant, qui permettrait à nos forces publiques, une fois qu'elles nous aient libérées, de se libérer elles-mêmes et de devenir réellement ce pourquoi elles sont forces publiques, c'est-à-dire protéger le public. C'est pas du tout de créer une milice citoyenne parallèle aux forces publiques qui rentrerait après en confrontation avec, ce qui serait la dernière des choses à faire évidemment. C'est bien au contraire donc de créer un rapprochement entre les forces publiques et les citoyens, et puis d'utiliser cet outil juridique qui est le CNT, et puis ce petit appareil qui est à l'intérieur, qui est la Néopole, pourquoi pas, pour donner une petite orientation anti-réveil aux actuelles forces publiques. D'accord. Donc en fait, on considère que quand nous aurons libéré le pays,
les policiers et les gendarmes qui auront décidé de rester policiers et gendarmes, parce qu'ils pourront aussi bien démissionner si ça ne leur plaît pas. S'ils préféraient servir les maîtres lucifériens du nouvel ordre mondial, ils pourront démissionner. Et s'ils souhaitent donc rester et puis pouvoir s'épanouir dans ce métier merveilleux qui est de protéger le citoyen, ils le feront à travers une police restructurée, des forces de police restructurées, où la gendarmerie retrouvera sa position traditionnelle, qu'elle a perdue. Sous l'armée et non pas sous le ministère Absolument. de la Défense. Et la police nationale de son côté aussi se verra très très largement comment dire, valorisée, très avantageusement valorisée. Parce que bien sûr, depuis le début, depuis des décennies et des décennies, tout ce que fait l'occupant, alors quand je parle d'occupant, c'est évidemment mandat après mandat, je parle de ce conglomérat de pseudo-élites politiques qui nous sont imposées, qu'ils soient de droite, de gauche, des mouvements politiques soi-disant dissidents, etc. Tout ça, c'est la même lessive qui nous est servie avec des étiquettes différentes et qui sont contrôlées par la même chose, la même entité maléfique, on est bien d'accord. Donc, quand on aura remis de l'ordre dans tout ça, il est évident qu'on pourra arrêter, d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, arrêter cette entreprise qui a lieu depuis que la politique est politique et qu'on est manipulé par ces gens-là, qui consiste à créer un gouffre terrible entre les forces publiques et le reste du peuple. Parce qu'ils ont divisé pour mieux régner. Divisé pour mieux régner, et puis aussi c'est la stratégie du chaos, parce qu'en fin de compte, cet occupant crée un chaos permanent. Il crée l'insécurité, je suis très bien placé pour le savoir, il crée l'insécurité et il crée le terrorisme. Il est expert en management de la terreur. Là, on va revenir d'ailleurs à la crise de la mise en scène pandémique. C'est du pur management de la terreur. Avec un ennemi invisible, hein, comme le terrorisme. Oui, exactement. Parce que leur ligne de conduite, leur ligne d'action générale, elle est bien de créer le chaos pour nous manipuler. Donc, et nous imposer des mesures liberticides. Évidemment, nous imposer des mesures liberticides et puis nous pousser à accepter tout un tas de mesures et de remaniements qui, en fin de compte, détruisent notre vie et font de nous beaucoup plus formellement leur parfait bétail soumis. Donc oui, quand nous aurons libéré la France, évidemment, la Néopole, là, existera, puisque pour le moment c'est plus un concept, hein. C'est un concept donc un peu virtuel. La Néopole existera, c'est-à-dire ce sera les nouvelles forces de police de France. Hein. Quand on dit force de police, c'est-à-dire la gendarmerie, la police nationale, les polices municipales, où chacun pourra, dans sa catégorie, faire tout pour être très compétitif par rapport aux autres, avec toutes les possibilités qu'on peut offrir à nos forces publiques. Et surtout je pense surtout au niveau du recrutement, de la formation, de l'éthique, etc. Et de l'éthique très importante. Ben oui, parce qu'en ce moment, on dirait qu'ils n'en tiennent bien pas sûr, compte. Hein. C'est pas qu'ils n'en tiennent pas compte, ils en tiennent compte, au contraire, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que maintenant, il y ait des jeunes décérébrés qui n'ont aucune éthique, qui n'ont aucune morale, et puis surtout pas essayer de les repêcher. Ouais. On fait au contraire en sorte qu'on ait une qualité humaine au sein des forces publiques qui soit inexistante. C'est voulu. Maintenant, dans la très grande majorité des membres qui sont dans ces corps-là, et qui sont simplement pris au piège du système. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout des saints types qui ne rêvent que d'en découdre avec le citoyen. La plupart du temps, ce sont des mises en scène qui sont organisées justement pour nous donner cette image, la montée en épingle, créer la haine à la fois au sein du grand public, je dirais, et puis de leur force publique. Voilà. Bon, il y a quand même eu certains policiers durant les Gilets jaunes qui s'en sont donnés à cœur joie pour mutiler le peuple. Hein. Ça, c'est une remarque qu'on a entendue plusieurs fois suite à la dernière interview. C'est factuel et en même temps, c'est à vérifier. Alors attention, je vais attention à ce que tu vas dire. Très vite préciser ma pensée. C'est que en ce qui concerne le factuel, ce que j'ai appris de façon absolument factuelle, c'est-à-dire de l'intérieur, des milieux de la police, ils sont infiltrés par des milices, certaines qui sont des milices du Bétar, donc des milices sionistes, du Mossad. Okay.
Et ces types-là sont absolument pas policiers. Ça pourrait être ces personnes-là qui ça ont pourrait, mutilé ça nos pourrait compatriotes parfaitement être ces gilets personnes-là. jaunes. Parce que ces types-là, ils ont tous les pouvoirs. C'est-à-dire que quand des policiers essaient de les contrôler sur leur terrain, eux reçoivent immédiatement un coup de fil du ministre de l'Intérieur qui leur dit circulez. Aux policiers, hein, circulez, il n'y a rien à voir. Et ils se rendent compte, il y a de plus en plus de policiers et de gendarmes, moi j'en ai croisé, hein, j'ai discuté de ça avec eux, et ça fait déjà très longtemps en arrière, qui disaient, mais on ne comprend pas, Israël nous donne des ordres en France, sur le territoire national, parce qu'on tombe sur des types qui, en fin de compte, manifestement, appartiennent au Mossad, et ils nous donnent des ordres. Et si on essaye de réagir et qu'on contacte notre hiérarchie, on se prend un méchant retour de bâton. C'est intéressant. Alors ça veut dire que au sein de la police, on va avoir des types avec des uniformes de flics, et ce ne sont pas des flics. D'accord. Ils ne sont jamais contrôlés, donc on ne pourra jamais le prouver non plus. Et ça me fait penser d'ailleurs à ce petit fait divers qu'il y avait eu là, avec l'histoire de l'autre clown, là, Benatar, non? Comment il s'appelait là? Benalla. Alexandre Benalla. Voilà, Alexandre Benalla. Je crois que c'est à peu près le ça. Le 1er mai 2000. Parce qu'il s'était fait passer pour un flic, non? Oui, il s'est fait passer pour un policier voilà. alors qu'il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions, que ce n'était pas son rôle, et il a tabassé un couple en fait. Voilà. Bon, et ben ça, en fin de compte, ça confirme vraiment cette réalité que, bien évidemment, il faut faire savoir au grand public, et puis notamment à nos camarades des Gilets jaunes, c'est que c'est organisé. Ils font en sorte, c'est-à-dire que l'ennemi intérieur, l'occupant, fait en sorte d'avoir au sein des forces de police et de gendarmerie, enfin surtout des forces de police. Dans la gendarmerie, je n'en ai pas entendu parler. Par contre, dans les forces de police, de type équipés de pied en cap, avec l'uniforme et puis même les accessoires qui les fait LBD, à Pierre Robocop, ne sont pas les flics. D'accord. Mais sont des milices, et quelquefois des milices qui sont clairement identifiées comme appartenant au bêtard. De la même façon qu'il y a des casseurs. De la même façon qu'il y a des casseurs au milieu des manifestants qui ne sont pas des manifestants. Oui. Et qui appartiennent peut-être aussi à ces corps-là. Oui. Alors maintenant, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des flics complètement pourris au sein de la police nationale. Je crains qu'hélas, s'il y en ait. Moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas croisé d'infâmes crapules dans la gendarmerie. Hélas, si. Mais il faut faire la part des choses. Moi, dans mon parcours, il se trouve qu'on m'a mis... j'ai eu affaire à cela parce qu'il fallait que ce soit des crapules qui traitent mon cas. C'est normal. Mais ce n'est pas la majorité. Maintenant, il y en a. C'est bien de le dire quand même. Hein. Il y en a, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a dans toutes les corporations. Et la grande propension de ce qui nous dirige, c'est justement de répandre la psychopathie, non seulement dans la population, mais pour commencer au sein des corps constitués, et surtout des plus sensibles et des plus sacrés, c'est-à-dire les forces publiques et les forces armées. Et des personnes qui sont susceptibles de nous réprimer. Et oui, et ceux-là, évidemment, vont faire carrière beaucoup plus avantageusement que les autres. D'ailleurs, on se rappelle des médailles de Castaner durant la période des Gilets jaunes, justement, qui récompensaient les policiers les plus virulents envers les manifestants. Ouais. Mais alors, là où je tiens vraiment à réveiller un peu la conscience de tout le monde, c'est qu'il ne faut pas être binaire. Il faut bien comprendre que l'objectif de l'ennemi intérieur, de ces malades mentaux, de ces détraqués qui en ce moment contrôlent le pays, depuis toujours, il est justement de nous pourrir, de nous détruire, de nous liguer les uns contre les autres. Et que donc si on a une image, c'est que cette image elle a été créée, elle a été favorisée, elle est montée en épingle, elle est là devant nous parce que c'est leur intérêt à eux, et ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est tout autre chose. On sait, pour avoir été dans ces manifestations, on voit bien l'image qui en est donnée par les médias officiels, les médias subventionnés, et puis la réalité du terrain qui est complètement à l'inverse. Ouais. Ce qu'on voit notamment en termes de violence. On inverse les responsabilités. Par exemple, on dit que c'est les manifestants qui sont violents face à la police, alors qu'en réalité, sur le terrain, ce sont ces groupes infiltrés qui sont violents envers les manifestants. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais. Mais alors justement, dans cette situation, l'opération chocolat, la révolution des chocolats qu'on avait annoncée la dernière fois, qu'est-ce que tu en attends? Comment c'était développé? Moi, j'ai beaucoup d'échos positifs par rapport à cette initiative qui consiste à aller apporter des chocolats, des confiseries ou des choses, des douceurs à nos gendarmes, à nos policiers, afin de créer du lien entre la population justement et les corps publics. Écoute, j'en suis vraiment enchanté. Il se trouve que dernièrement, donc, quand j'étais encore en contact avec la présidente du CNT,
J'avais effectivement aussi de super remontées de terrain, donc ça fonctionne vraiment bien. Alors justement, je reviens sur la néopole. La néopole, donc dans l'idéal, hein, tu as bien compris l'idéal de la néopole, pour le moment est un idéal, puisque nous n'avons pas encore pris le contrôle de cette gouvernance alternative. Hein, cette gouvernance de transition n'est pas installée, elle est virtuelle. Oui. Ce qui est concret, c'est le CNT en tant qu'outil juridique. Voilà. La néopole est concrète uniquement dans le sens de l'idéologie, donc elle est virtuelle à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a pas de milices sur le terrain qui sont là pour concurrencer les forces de l'ordre, les forces publiques. Et ce n'est pas le but. Et ce n'est pas le but. Donc dans cette idéologie justement de faire en sorte que les forces publiques redeviennent des forces publiques, nos forces de paix, que les gendarmes et les policiers soient aimés de leur population et que la population ait ce retour aussi de la part des policiers et des gendarmes, c'est quelque chose qu'à l'heure actuelle, au sein du CNT et avec la néopole que je dirige, nous installons d'ores et déjà. Donc l'opération des chocolats, elle a pour but justement de faire halte au feu entre... Pour éviter également la guerre civile, par exemple. Cet antagonisme qu'il y a entre les forces publiques et le reste du peuple, de dire on va se mettre tous la tête sous l'eau froide, on appartient tous au même peuple, d'accord, déjà, on a tous le même ennemi, on a tous le même problème, on est tous frappés par le même complot contre l'humanité et contre le vivant, sous forme de mise en scène pandémique, on va en revenir. Donc il faut que nous nous resserrons entre nous pour pouvoir nous protéger, nous défendre et riposter. Et donc l'opération Chocolat, c'est un concept que j'avais mis au point il y a déjà quelques années, du temps du RRR, du ralliement des résistants pour la Révolution. Et quand Éric Fiorile et Delphine Cosme m'ont proposé de rejoindre le CNT en me disant bon, il va y avoir la journée du 18 qui va être la grande journée de libération. Du 18 décembre. Du 18 décembre, oui. Et à ce moment-là, j'étais en train de m'arracher les cheveux parce que ce qui était prévu, le plan qui était prévu à ce moment-là, c'était un grand déferlement sur Paris, avec les forains, avec les gilets jaunes, avec, enfin bref, plein de factions du peuple qui étaient hyper remontées. Et nous avons su, après, qu'il y avait des super dispositifs qui attendaient pour nous prendre en tenaille sur Paris. Donc c'était vraiment une incitation à venir provoquer une insurrection profonde et une guerre civile. Probablement l'étincelle qui aurait déclenché la guerre civile. Ouais. Donc, quand, je crois que c'était le 16, Éric Fiorile et Delphine Cosme m'ont parlé donc de cette journée, en m'invitant donc à immédiatement prendre part à l'offensive. J'ai dit, au contraire, si vous voulez m'inviter dans ce que vous êtes en train de faire, on va oublier tout de suite toute idée de rassemblement, qui est extrêmement dangereux, et de manifestation de ce type. Et j'étais extrêmement surpris, parce que je pensais qu'Éric Fiorile allait me rejeter, en me disant, bah écoutez, vous êtes bien gentil, mais nous on a notre idée en tête, on a notre stratégie, donc vous n'adhérez pas, bah, c'est dommage, ok, merci, au revoir. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Non, mais au contraire, là j'ai été extrêmement surpris, parce que j'avais entendu pas mal de mal aussi d'Éric Fiorile, donc je ne savais pas vraiment à qui j'avais affaire. Ce que j'avais parfaitement bien compris, c'est que l'outil juridique du CNT est quelque chose d'hyper intéressant, et c'est-à-dire que le CNT, ce n'est pas une secte, c'est même pas un mouvement politique, c'est vraiment un outil juridique qui permet au peuple français, s'il y adhère massivement, d'aller à l'ONU, de dire les autres imposteurs traîtres à la nation, ils sont disqualifiés, on n'en veut plus, nous avons notre propre gouvernance de transition et on reprend les choses en main. Sans pour cela devoir renverser quiconque. Ah non, mais non, absolument pas. Et donc, justement, ma ligne de conduite, ma stratégie personnelle depuis que je suis en guerre clandestine, depuis 2007, hein, et que j'ai créé l'année suivante, en 2008, le ralliement des résistants pour la Révolution, ce que j'entends par révolution, bien sûr, c'est une insurrection, mais pas du peuple, des forces publiques. Donc, par ralliement des résistants, j'entends ralliement des citoyens de conscience pour aller vers les forces publiques et leur dire, s'il vous plaît, messieurs les gendarmes et les policiers, messieurs les soldats, nous avons besoin de vous pour nous libérer, nous, et que vous appliquiez cette insurrection qui est non seulement un droit inaliénable reconnu par la Constitution, par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais qui en plus est un devoir
C'est ce qui est écrit dans l'article 35. Et c'est effectivement bon de rappeler que s'il y a une notion de droit, ok, c'est super, on a droit à l'insurrection, bon, ouf, quand même, il était temps de se le rappeler, mais c'est en plus un devoir, seulement si c'est prévu justement dans les textes qui nous ont été dictés par, je dirais pas les pères fondateurs, mais les frères fondateurs de cette fausse révolution du peuple de 1789 qui a été un massacre pour nous imposer la première étape du nouvel ordre mondial. Qui était la dominance des bourgeois, en fait, des commerçants. Évidemment, les rois, mais évidemment. Et donc c'est toujours ce que moi je désignais un peu, j'ai pu finir par identifier comme ennemi formel, c'est les Khazars. Hein. C'est ce peuple khazar qui a décidé de prendre le contrôle du monde par l'usage de l'usure et puis cette faculté absolue qu'ils ont d'usurper les identités. Ils ont commencé par usurper le judaïsme pour le remettre à leur sauce en faisant de la Torah le Talmud et en utilisant totalement le peuple juif, la religion juive pour s'infiltrer, pour agir. Donc, il ne faut pas que je me perde trop dans ce que j'étais en train de dire. D'ailleurs, qu'est-ce que j'étais en train de dire juste avant? L'insurrection par les forces publiques oui. Et non par le peuple. Voilà, alors l'insurrection, le droit à l'insurrection, qui n'est non seulement un droit, mais en plus un devoir, puisqu'il est prévu dans les textes, écrits par les pères, les frères, c'est un piège. Oui, c'est ça. Tout simplement. S'ils nous disent, au fait, petit bétail humain, vous avez droit à l'insurrection, bien sûr. C'est pourquoi, à un moment donné, on se rue sur cet article en disant, nous avons droit à l'insurrection, alors, évidemment, puisque les maîtres nous donnent le droit à l'insurrection, nous allons faire notre insurrection, c'est le moment. Et ce sera réprimé ensuite par l'État politique. C'est le déclenchement de la guerre civile, c'est tout. Ensuite... Parce que pour l'instauration de leur nouvel ordre mondial, ils ont besoin d'un grand chaos général, terminal, qui n'est pas seulement l'offensive de la mise en scène de la fausse pandémie, ça, ce n'est qu'un axe. Nous avons avec ça la guerre climatique, la géo-ingénierie, avec les cataclysmes, avec le bouleversement du climat qui n'a strictement rien de naturel, qui est artificiel. Nous avons la guerre économique qui est faite. Bon, ça, la guerre économique, ça fait un moment. Les guerres contre le terrorisme d'État, le terrorisme de fausse flag. Voilà. Et puis nous avons effectivement, dans le cadre du management de la terreur, tout ce qui traumatise un peu plus ce peuple et puis qui monte les religions les unes contre les autres. Hein, en l'occurrence, les deux religions antagonistes, la chrétienté et puis le monde musulman, l'islam. Parce que ce qu'ils veulent dans ce chaos global et terminal, c'est provoquer surtout, je crois, il me semble, une guerre civile qui sera très vite, qui virera à la guerre civile de religion. Oui, c'est l'un des prétextes, mais il y a d'autres façons de diviser les choses. Effectivement, c'est l'un d'eux. D'après moi, ils ont vraiment besoin de ça. Ils ont besoin que ça coule, ils ont besoin que ça brûle, ils ont besoin que les populations soient vraiment sous le choc, comme ils ont eu besoin du trauma terrible des deux guerres mondiales successives pour lancer leur révolution industrielle. Comme disait ce sinistre individu, on est dans la quatrième phase ou quatrième révolution industrielle. Bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ça se confirme. Donc, la révolution industrielle, pour la lancer, il faut bien comprendre qu'ils ont eu besoin de mettre en scène le plus abominable des chaos. Oui, et d'ailleurs, la phrase ordo ab chaos. Oui, l'ordre par le chaos. Connue. Donc, c'est ce même chaos qu'ils vont reproduire là, maintenant, pour installer le nouvel ordre mondial, qui est la dernière phase de la révolution industrielle, où là, l'homme moderne va supplanter l'homme encore humain, enfin l'être humain encore humain qui peuple encore majoritairement la planète aujourd'hui, pour le remplacer par cette espèce de créature soi-disant augmentée, enfin diminuée surtout, qui sera produite à la chaîne de façon artificielle, par progression artificielle. Bref. Elle ne va pas le faire puisque... Et comme tu disais, elle ne va pas le faire. C'est pas mettre au futur, c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse, mais c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse, mais ça ne se produit pas. Et pas. on va s'y opposer. Voilà, donc tu m'avais parlé donc, du CNT de la Léopold. L'opération chocolat, de la révolution du chocolat, et puis de ce que quelle était la suite du programme, disons, par rapport à ça. Et moi, j'aurais une dernière question pour la fin de l'interview, là on arrive gentiment vers la fin. Oui. Donc est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à la révolution du chocolat? Oui, tout à fait. Lui dire tout ça. Alors j'essaie justement de mettre mes idées en clair pour que ce soit rapide et bien clair pour tout le monde, percutant. Il y a beaucoup
je dirais, beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet. Il y a par exemple le grand mouvement QAnon. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Ok, bon. Pour la fin. QAnon, qui est en fin de compte pour moi un immense flag, un immense, pas flag, fake planétaire. C'est-à-dire que moi, ce que je pense concernant QAnon, c'est que c'est simplement une fable qui a été donnée aux gens pour qu'ils aient de l'espoir et qu'ils se disent c'est pas la peine de s'affoler. Les alliés, encore les bons vieux clichés, hein, quand c'est pas les clichés de manifestation, on va se taper sur la gueule avec les CRS, c'est les clichés d'insurrection par la violence du peuple, et là c'est le cliché des alliés qui viennent nous sauver. Avant c'était, puis ça est toujours d'ailleurs aussi cette idée que c'est l'alliance intergalactique là, qui va venir libérer l'humanité. Et ça, ce genre de mouvement pour moi c'est très sectaire, hein, ça me fait penser à des sectes. C'est vraiment une instrumentalisation des croyances populaires, donc de la croyance du peuple, pour que le peuple se calme et laisse faire, et s'imagine qu'on va venir les sauver. Parce qu'en fin de compte, il n'y a absolument rien de vérifiable dans tout ce qui est annoncé depuis le début par ce grand mouvement QAnon, qui en plus a tendance complètement à mélanger des théories fumeuses avec des faits qui finit par discréditer, par exemple, le travail que Jeannette et moi avons fait pour dénoncer la protection institutionnelle de la pédocriminalité, avec des faits, c'est du factuel que les magistrats couvrent et protègent des pédocriminels et écrasent des familles et font kidnapper des enfants par l'État pour les remettre dans les milieux pédocriminels. Ça, c'est du factuel. En tout cas, tu l'as vu à plusieurs reprises. Hein. Évidemment, on a bien vu les dossiers, comment ils étaient caviardés, et depuis toujours, ils le sont toujours, il y a encore des quantités d'affaires qui viennent exploser au grand jour, souvent de mamans protectrices persécutées, qui sont écrasées par des procureurs et des pseudo-magistrats, et ça a pour effet de protéger les réseaux qui sont de plus en plus puissants et de faire que se reproduit la pédocriminalité et la psychopathie de façon exponentielle dans toute la société. Bon. Donc QAnon a ce gros avantage de discréditer totalement des travaux comme le nôtre, hein, comme ce que Jeannette et moi avons fait depuis tant d'années, pour amener du factuel à la population et dire réveillez-vous, parce que là on a vraiment un très gros problème. Mais à part ça, à part le fait donc de faire un peu passer la guerre contre la protection institutionnelle de la pédocriminalité comme une grosse farce de complotistes, c'est surtout donner de l'espoir à toutes des mouvances, dissidentes. Bon, tu sais ce que je pense de la dissidence, hein, bref, et de gens qui auraient pu s'orienter vers la résistance et qui seront beaucoup plus modérés, et qui surtout vont partir dans les fantasmes de pseudo-libérateurs qui n'existent pas. Oui, ça risque de les détourner en fait de leurs actions. Moi, je vois toujours rien venir. Ce que je vois venir et que je prédis de ma part depuis le début, c'est par contre une guerre civile, une guerre de sécession Maus aux États-Unis, qui va plutôt avoir le même effet ricochet en Europe, c'est-à-dire de provoquer une guerre civile aussi en Europe. Donc moi, j'ai les plus grandes craintes concernant ce qui est en train de se produire aux États-Unis. Je ne dis pas que Trump il a tort de faire ce qu'il fait. L'ennemi a tendance effectivement à nous acculer dos au mur avec deux options, une mauvaise et une mauvaise. Il laisse tomber, c'est mauvais. Il continue à se battre, c'est mauvais. Et là, on en est aussi réduit là, comme d'habitude. L'humanité entière en est réduite là aujourd'hui. Donc QAnon, c'est la première, d'après moi, peut-être si je me trompe, c'est magnifique, dans pas longtemps, on verra les bouteilles de champagne, les bouchons de bouteilles d'ici le 20 janvier, de champagne sauter un peu partout, mais je n'y crois pas. Et puis il faudra voir après si réellement c'est pour autant que la France sera libérée et de quoi serons-nous libérés en réalité. Est-ce que ce sera en profondeur? Est-ce que ce sera simplement une farce, hein, quand en surface on va être libéré de Macron, l'imposteur et les quelques clowns qui sont autour de lui? C'est pas ça le problème. Non. Le problème, c'est l'ennemi intérieur qui met en place des régimes comme celui de Macron, cycliquement, et qui a cette capacité extraordinaire de répandre une telle psychose que celle qui frappe actuellement les populations. On voit 80-90% de la population s'étouffer journellement avec des masques chirurgicaux. Ça, c'est le vrai pouvoir de cet ennemi intérieur dont il faudra nous libérer. Et donc, si QAnon et Trump remportaient la victoire, je paye quand même pour voir si c'est de cela dont nous serions libérés par la suite. Bref, l'autre
alternative, je dirais, qui nous est toujours cycliquement proposée face à la menace, et la menace à l'offensive que nous vivons aujourd'hui, c'est toujours ces mouvements politiques dissidents. Alors on a l'opposition contrôlée. L'opposition contrôlée. Alors on me dit, oui Stan, tu ne devrais pas mal parler mal d'un tel ou d'un tel. Moi je les emmerde tous. On va pas déjà. citer de nom, mais bon. Alors si tu veux, on va pas citer de nom. je pense que c'est mieux. Mais quand on voit un type qui se veut vraiment un politicien vraiment dissident, dissident ça me fait rigoler, hein. Bref, qui nous dit, quand on lui pose la question, je crois que c'est en 2015, il nous dit la pédocriminalité ou la pédophilie, c'est pas ma tasse de thé. Alors j'ai bien compris que sodomiser des enfants n'était pas son hobby favori, c'est pas ça qu'il voulait dire par là, mais que traiter la problématique de la protection de la pédocriminalité, il va pas se risquer là-dedans. Bon, voilà. Et c'est le même type qui répondait, la révolution du genre, ah ben faut vivre avec son temps. Maintenant, pour les autres guignols du même acabit qui prétendent, ils regardent leur montre, ils disent, ah ben 2022, hein, que ce soit les présidentielles ou les législatives, les types, ils peuvent venir avec leurs déclarations fracassantes, maintenant dénonçant ce que tout le monde dénonce depuis toujours, que ce soit la pédocriminalité qui est en train de manger la société, de détruire l'enfance et l'humanité, ou que ce soit même maintenant, d'ailleurs de plus en plus ostensiblement le complot, hein, avec cette farce pandémique. Ok, ben ils peuvent y aller les gars. S'ils prétendent nous sauver de ça en 2022... Tu veux dire avec l'élection, avec une élection mais oui, les uns et les autres. S'il te plaît, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Toujours la même chose. Ils ont des discours qui se veulent très révolutionnaires, mais ils ne viennent pas du tout avec une idée révolutionnaire. Ils ne viennent pas vous dire il faut faire sauter l'État maintenant, right now. Il faut prendre l'Élysée, il faut couper les têtes, il faut neutraliser tout le monde, et il faut réinstaller un gouvernement de transition immédiatement. Demain, ça doit être fait. Ils n'envisagent même pas de remettre en cause les mesures qui sont décidées par Macron et consorts. C'est-à-dire que tous ces groupes d'opposition ne s'opposent à rien du tout, finalement, laissent faire et ne remettent pas en cause les libertés qui sont perdues pour les citoyens lambda, pour le bétail humain dont tu parlais avant. Donc c'est quand même, ça pose question déjà aujourd'hui. Ah j'aimerais bien que les gens se posent des questions là-dessus, parce que moi je vois encore tellement de gens très bien qui suivent ces leaders politiques parce qu'ils ont un discours qui leur plaît et qui paraît révolutionnaire, etc. Mais je le répète, il n'est pas révolutionnaire. Les mots sont plaisants, mais dans les faits, disons, on n'en voit pas les... Ce sont des collabos, c'est la nouvelle sauce politique qui convient à la nouvelle configuration. La nouvelle enfumerie politique qui convient à la nouvelle configuration pour nous plonger dans le nouvel ordre mondial sans qu'il puisse jamais y avoir de contre-mesures qui s'installent à ce nouvel ordre mondial. Et des millions de personnes plongent tête baissée dans ces enfumeries. Donc ce que tu aimerais faire maintenant, c'est de rendre attentifs les gens qui nous écoutent sur ces leurres, en fait, sur ces détournements d'attention et ces sauveurs providentiels. Absolument. Donc, qui reprennent le contrôle de leur vie, leur libre arbitre, et qui ne se laissent pas manipuler. Oui, que les pieds se reposent bien au sol, que l'Alliance intergalactique ne viendra pas nous sauver, que QAnon et puis Trump ne viendra pas nous sauver, que de toute façon, quand bien même ce sera en cours, c'est à nous de nous sauver, on devra quand même restaurer un peu sa dignité aussi, et que c'est encore moins donc ces clowns de la nouvelle politique qui viendront nous sauver, au contraire. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme opportunité? Je reviens moi à mes fondamentaux, la révolution, l'insurrection. Mais comme cette insurrection ne peut pas être menée par le peuple à proprement parler, puisque c'est le piège ultime qui est tendu pour déclencher une guerre civile, on en revient toujours à ma stratégie de base, qui est d'inciter les gendarmes et les policiers, déjà, de les informer, de réveiller leur sens de l'honneur, de l'intégrité et du sens du devoir, du service envers le peuple, pour que eux se ressaisissent et neutralisent l'ennemi. Et on rappelle également qu'il y a le site Profession Gendarme sur lequel ils peuvent s'informer. Absolument. Oui, parce que le site Profession Gendarme est une magnifique plateforme d'information, simplement de par le titre, le bandeau, profession-gendarme.com. Les gendarmes vont dessus, les policiers aussi, les policiers nationaux, l'armée. Donc c'est effectivement très visité par les forces publiques et les forces militaires. Et d'ailleurs, quand j'avais discuté avec Ronald Guillaumeau, qui est un ancien gendarme, un type très très bien, il m'avait dit que la grosse majorité de sa clientèle
c'était des officiers de gendarmerie. Bon, bah, c'est prometteur, c'est encourageant. C'est très encourageant. Attends, est-ce que ça veut dire que ces officiers de gendarmerie, pour autant, vont passer à l'offensive? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment faire la promotion de ce site Profession Gendarme, il est très pertinent, d'une part parce que bah, c'est un des sites qui vraiment dévoile tout, hein, tous les ingrédients du complot que nous sommes en train de subissons, de la mise en scène de pandémie. Et puis, il s'adresse donc essentiellement aux forces publiques. Et bien, il se trouve que notre seul salut est de ce côté-là. C'est-à-dire les gendarmes et les policiers, surtout les gendarmes. Pourquoi surtout les gendarmes? Parce que les gendarmes, ils ont, malgré tout, ils sont quand même, à l'heure actuelle, l'arme d'élite. Plus que les policiers? Ben, les policiers, c'est civil. Ouais. Le gendarme a toujours le statut militaire, par contre. Malgré qu'elle soit dirigée oui, malgré qu'elle soit dirigée par le ministère de l'Intérieur, qui est une aberration, on va dire, j'emploie le terme aberration, à laquelle évidemment nous allons remédier quand on aura libéré la France. Mais la gendarmerie reste quand même avant tout l'arme d'élite de l'armée, ce qui veut dire que si l'arme d'élite de l'armée va prendre une direction offensive, le reste de l'armée va suivre. Donc c'est fondamental que surtout les gendarmes prennent leurs responsabilités et passent à l'action. Ce qui très vite va provoquer le réveil de la Grande Muette qui, elle, assurera son rôle pour sécuriser la France, parce que ce sera une période très critique pour la France en elle-même, la sécuriser, la protéger et éviter évidemment que la guerre civile n'éclate, parce que la bête, quand on la pique, hein, elle joue ses dernières cartes. Il est évident que si elle voit que la France est en train d'être sauvée, que c'est en train de basculer du bon côté, ils ont la politique de la terre brûlée. Hein. Ils vont immédiatement mettre le feu aux poudres dans les banlieues, un peu partout, pour que ça pète méchamment et que ce soit irréversible. Donc ne nous laissons pas manipuler à ce niveau-là non plus. Hein. Ah mais non, surtout pas. Non. Donc moi je mise depuis toujours tout sur la gendarmerie, parce que je sais que malgré tout ce qu'on peut dire, ce qu'on peut soi-disant constater, etc., ou observer, la grande majorité des gendarmes sont des types bien. Voilà. C'est ça que je veux dire. On a pu le constater la dernière fois lorsqu'on a été offrir des chocolats justement aux gendarmes en Ardèche. Mais oui, ouais. Et oui. Et donc, et puis c'est extraordinaire parce qu'effectivement, avec cette opération chocolat, là, du coup, j'avais l'outil du CNT entre les mains, de la Néopole surtout entre les mains, donc des milliers de personnes ont eu la consigne d'aller offrir une boîte de chocolat aux gendarmes et discuter avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, eux-mêmes, ils ont dit, mais bon sang, mais c'est des gens qui sont bien, ils sont humains, on a eu un bon échange, on a été surpris. Donc ça a donné du baume au cœur à la fois aux citoyens, puis aux gendarmes en même temps, qui ont dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Les citoyens nous aiment. Ben oui. Mais oui, mais évidemment, et évidemment, c'est la fraternité, c'est tout, c'est pas un uniforme qui nous sépare. Au contraire, un uniforme, ça veut dire, je suis au service du peuple, et j'ai une cible, là, pour les malfrats qui veulent faire le mal à mes concitoyens, eh bien, ils vont me tirer dessus à moi parce que moi, je vais me mettre entre le malfrat et le citoyen. C'est ça le gendarme, c'est ça le policier, c'est pas le contraire. Il ne va pas se mettre du côté du criminel pour écraser le peuple. Et ça, c'est ce que l'ennemi intérieur a produit depuis toutes ces décennies. Mais on n'est pas encore arrivé à un stade irréversible. Parce qu'à l'heure actuelle, ce ne sont pas encore des robots ou des êtres, des super-hommes augmentés, contrôlés par l'intelligence artificielle, qui sécurisent, entre guillemets, nos rues. Ce sont encore des femmes, des hommes qui ont un cœur, qui ont une conscience, qui derrière leur uniforme ont donc leur sensibilité d'être humain, ont une famille qui les attend à la maison et ont exactement les mêmes aspirations que nous tous à un monde, je ne dirais pas meilleur, mais au moins pire. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à sauver notre pays, et pas seulement notre pays, là c'est de l'humanité entière dont on parle, c'est en continuant l'opération chocolat, tout simplement. Alors ça veut dire quoi continuer l'opération chocolat? Le mois de janvier, on arrive au milieu du mois de janvier, on a encore après jusqu'au 31 janvier pour cette tradition qui consiste à apporter des chocolats aux brigades de gendarmerie et au commissariat de police. Ça ne veut pas dire qu'au 31 janvier, on arrête, on passe à autre chose. Non, pas du tout. Ça veut dire que jusque-là, on aura réveillé cette façon de faire, on aura instillé cette façon de faire dans nos codes sociétaux, nos nouveaux codes sociétaux, et puis qu'on va continuer. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai demandé au sein du CNT, et spécifiquement à la Néopole, mais à tous les membres du Conseil national de transition, c'est
d'installer une relation durable avec quelques éléments des gendarmes et des policiers de leur circonscription. Que tout le monde le fasse. Pas seulement, ah oui, c'est les fêtes, c'est une mission que nous avons. Non, maintenant, il faut mettre de côté la notion de mission. Il faut vraiment qu'on aille, que ce soit spontané, que ce soit régulier, qu'on fasse en sorte que nos policiers, nos gendarmes, on les traite comme nos, je ne dirais pas comme nos amis, mais pourquoi pas devenir amis? On devient amis, à force de fréquenter quelqu'un, on devient amis. L'humanité, c'est quelque chose de merveilleux. Oui. On ne va pas dire, ah ben non, lui, il a un uniforme, on ne pourra jamais s'en faire un copain. Pourquoi pas? Au contraire, puisqu'ils sont là pour nous protéger. De relations cordiales. Donc, faire en sorte de déformater les gens, dire non, non, vous allez arrêter de croire en ces falaises que les gendarmes et les policiers, c'est tous des enfoirés, des violents, des psychopathes. Vous allez vite faire le tri par vous-même parce que vous allez voir ceux qui sont bien, vous allez voir, et les psychopathes, ils vont vite être mis sur le banc de touche. Et ça, c'est vraiment en train de se produire. Et c'est la seule chose qui peut nous sauver parce que maintenant, on va mettre des bouchées doubles pour aller les voir. D'ailleurs, il faut que ce soit fait avant le 31 janvier. Hein. Voilà, ces jours-ci, ils sont cruciaux pour le devenir de l'humanité. On voit que tout s'accélère, donc il s'agit d'être rapide. Ouais. Donc maintenant, ce qu'il faut arriver à obtenir, c'est que les gendarmes de terrain, donc les brigades de gendarmerie départementale, dans leur circonscription, s'unissent entre eux et brigade entre brigades pour libérer une première circonscription. Donc c'est ça le but. C'est ça le but. Une circonscription, ça correspond aussi, dans le découpage administratif, à un arrondissement. Donc, de la même façon, il faut que les commissariats de police, entre eux, s'accordent, s'articulent pour libérer un arrondissement. Donc, les circonscriptions, les arrondissements, qui correspondent à des sous-préfectures, doivent être libérés immédiatement, dans les jours qui viennent. Et qu'est-ce que tu entends par libérer, exactement? Alors, ce que j'entends par libérer, c'est faire savoir à toute la population que non seulement, bien évidemment, on ne va plus les verbaliser pour ces mesures terroristes qui sont déguisées en mesures sanitaires et autres, c'est-à-dire le non-port du masque, le fait de sortir pendant le couvre-feu, ou quand ils nous reconfinent de sortir pendant le confinement, etc. On va renier en bloc toutes ces mesures terroristes, puisqu'elles sont terroristes, elles sont génocidaires, et en plus elles sont illégales, puisque les décrets qui sont tendus à Tire-Larigot sont des décrets illégaux, et que nous avons tout dans l'ordre du factuel pour démontrer que ces mesures, non seulement sont illégales, mais en plus, elles sont criminelles. C'est-à-dire, moi, ça me facilite énormément la tâche, en tant qu'ancien gendarme, de parler à des gendarmes et des policiers, de leur dire, les gars, mesdames et messieurs, on se repose sur des faits, sur du factuel. Quand on vous dit que le port du masque est une absurdité à se taper la tête contre les murs, si on porte un masque pour prétendre stopper un pseudo-virus, je reprends cette métaphore simpliste, mais qui nous réveille quand même de ce bon docteur Teichler, c'est comme de vouloir arrêter un moustique avec un grillage. Ouais, bon. On sait très bien que la taille des virus est bien plus infime, voilà. Parce qu'on nous parle des postillons, mais ces dirigeants nous parlent aussi de virus qui seraient dans l'air, et qui pénétreraient, qui seraient bloqués par le masque, justement, alors que vraiment, la taille d'un virus hors salive, hein, hors postillon, est largement plus infime que les trous d'un masque. Mais c'est spectaculaire. C'est-à-dire que quand on fait le comparatif entre la taille d'un port de masque, les ports PORES du masque, et la taille de cette espèce de grosse bactérie génétiquement modifiée que l'on appelle virus, hein, parce que pour moi le terme virus, je le mets quand même entre guillemets, bah, il n'y a pas plus factuel que ça. Maintenant, pour rester dans le domaine du factuel, il est aussi tout à fait indiscutable, indéniable, que le fait de s'obstruer les voies respiratoires avec un masque, quelque type de masque que ce soit, au bout d'un certain temps, ne serait-ce que sur une journée, ça acidifie le sang. Parce qu'on réinjecte dans les alvéoles pulmonaires l'anhydride carbonique qu'on est censé expulser à chaque expiration. Et non seulement celui-là, mais aussi toutes les autres toxines qui sortent de notre bouche lorsqu'on respire. Oui, absolument. Et ce qui se produit, c'est que, donc, non seulement on respire en circuit fermé, mais pas en circuit fermé avec un appareil de type oxygère qu'on utilise dans l'armée, pas du tout. C'est un circuit fermé qui n'est pas purifié. On voit vraiment l'anhydride carbonique et toutes les toxines dans les alvéoles pulmonaires. Donc, le sang n'est pas oxygéné correctement. Au contraire, le sang est acidifié. Il est intoxiné, il est acidifié, et en plus, on crée
un microcosme bactériologique au niveau des voies respiratoires, parce que le masque, au bout d'un moment, bah, on a l'humidité, on a la chaleur, on a tout ce climat propice à une nouvelle vie bactérienne qui va se produire là. Et ben, les bactéries, si le milieu est pourri, elles vont devenir pathogènes, même celles qui sont bonnes vont devenir pathogènes. En fait, c'est ça le vrai problème que nous avons, c'est l'état du milieu intérieur. C'est-à-dire que si le milieu intérieur est sain et basique, au lieu d'être pourri, empoisonné et acide, les bonnes bactéries vont devenir pathogènes, on peut simplifier la chose comme ça, alors que si le milieu, au contraire, il est parfaitement sain et bien oxygéné, basique, etc., il n'y a pas la moindre saleté qui peut toucher, l'organisme ne tombera jamais malade. Ou du moins, s'il est malade, sa maladie, là, ce sera beaucoup plus visible, que ce sera un phénomène de guérison. Bref. Donc, on en revient au bon vieux, le microbe n'est rien, le terrain est tout, de Pasteur, de Claude Bernard et de Deschamps. Okay. C'est ce qu'il nous disait sur son livre noir. Pasteur l'a dit juste avant de mourir, avant que le terrain était tout, que le microbe n'était rien. Fondamentalement, tout le problème que nous avons de cette grosse manipulation, de cette grosse psychose collective, repose sur les deux piliers de la manipulation mentale collective, de la pensée, que sont la peur et la croyance. Donc la croyance en ces dogmes qui ont été instaurés via les finances de la dynastie Rockefeller et ce sinistre individu de Louis Pasteur, qui maintenant il y a de la matière, on peut en trouver des livres de vrais historiens qui ont travaillé sur quel infâme individu était ce Louis Pasteur, qui a été financé par la dynastie Rockefeller pour créer des dogmes complètement pourris et mensongers pour révolutionner la médecine. La fameuse théorie du germe. La fameuse théorie du germe, pathogène, exogène, etc. On doit combattre. Et qui a créé la psychose, il faut tout aseptiser partout, alors qu'à chaque fois qu'on aseptise, par exemple quand on se lave les mains toute la journée avec du gel hydroalcoolique, et moi j'ai vu des gosses avec des mains carrément brûlées, hein. Qu'est-ce qui se passe? On détruit, tu le sais très bien, mais je le dis pour les gens qui nous écoutent, on détruit le film protecteur de gras avec toutes les bonnes bactéries qu'on a à la surface de la main, parce que nous sommes une parfaite machine issue de la création, d'accord, avec nos voies aériennes dégagées qui permettent de respirer, nos pores de la peau qui permettent que le nettoyage se fasse en permanence, que le renouvellement des cellules se fasse, que quand on est en contact avec des bactéries qui pourraient ne pas être si bonnes pour nous, on a tout ce qu'il faut pour très naturellement compenser, parce que c'est beaucoup plus un jeu de compensation qu'autre chose. La nature n'est pas... La nature n'est pas... se refaire, une homéostasie. Voilà, la nature n'est pas tranchée. Ça c'est mauvais, ça c'est bon, ça c'est noir, ça c'est blanc, c'est plein de nuances. Et justement, le principe de la pasteurisation, c'est tout aseptiser, c'est de partir sur un dogme complètement binaire et radical et extrême, que les microbes sont mauvais. Voilà, et ça c'est une négation fondamentale de la biologie humaine, de la biologie en général. De la biologie du vivant en fait. Et cette négation de la biologie, elle est de pure essence luciférien, c'est-à-dire qu'on retrouve là-dedans l'idéologie des lucifériens qui est de combattre la création. Oui. Dans la guerre de Lucifer contre le créateur, donc contre le vivant, qui est porté au niveau planétaire, contre le vivant, donc la révolution industrielle qui détruit le vivant pour créer le monde artificiel, la négation de la biologie dans tout ce que nous faisons dans notre façon de vivre, vie moderne insufflée par la révolution industrielle, où on en vient à des extrêmes absolument ahurissants, où on s'empoisonne avec de la malbouffe, on se tue avec de la chimie qu'on trouve partout, on vient maintenant se laver les mains toute la journée, le tic obsessionnel convulsif de se laver les mains, on est en permanence en train de détruire les bonnes bactéries, et j'en passe des meilleurs. Donc, en fin de compte, c'est cette psychose collective qui est organisée sur base de la croyance. Croyance en quoi? En quoi est-ce qu'on croit? On prend ces fables qui nous ont été vendues par ces ordures de Louis Pasteur, qui étaient financées pour ça, qui sont des mensonges absolus. On y croit, voilà. Donc on est terrorisé à l'idée que, management de la terreur, il puisse y avoir un méchant terroriste barbu qui va tous nous faire exploser, ou qu'il puisse y avoir il y a des microbes partout, il faut vite se laver les mains, il faut vite passer toutes les surfaces avec un produit extrêmement délétère, où le seul fait de le respirer, ça va vous détruire les bronches. Moi j'ai connu des maîtres nageurs qui travaillaient dans des piscines couvertes, qui avaient des cancers, et qui me disaient que c'était un mal. Le grand public n'est pas au courant, mais beaucoup de maîtres nageurs ont des cancers des poumons, tout simplement parce qu'ils respirent le chlore des piscines. Donc quand on est en permanence en train de respirer, moi je suis profondément allergique, ça me déclenche de l'asthme.
quand on est en train de respirer ces produits hyper agressifs de la chimie là, qui nous viennent des camps de concentration d'Auschwitz, qui maintenant sont répandus tout autour de nous dans notre façon de vivre, on se nique la santé, on se la ruine tout simplement. Donc le grand complot avec la mise en scène de la pandémie, c'est tout simplement de nous faire peur avec une croyance, et une fois qu'on est bien tous sous emprise de cette psychose collective, eh ben on va suivre les indications de ceux qui nous manipulent, qui vont consister à provoquer le mal. C'est-à-dire qu'eux nous disent, attention, vous avez une vraie saloperie de bactéries, de gros virus qui tournent dans l'air, qui va provoquer une hécatombe, faites ça et faites ça. Les gens le font, ils se masquent, ils se font des tests de température avec un laser qui vient leur détruire la glande pinéale, qui leur dit que le système immunitaire, la glande pinéale, c'est non seulement le siège de la conscience, mais c'est aussi ce qui permet une régulation du système nerveux central. Donc on se nique complètement en se faisant pointer un laser. Essayez de vous faire pointer un laser dans l'œil, vous allez comprendre. Donc le laser, le masque, qui vous empoisonne la santé, le test, le fameux test PCR. Le test qui vient vous chercher tout au fond là-bas, alors que prétendument, avec la salive, on est contagieux. Alors il faut savoir, si on est contagieux avec la salive, il suffirait d'un prélèvement de salive. Alors c'est là, où moi je disais tout à l'heure, je suis très à l'aise quand je parle aux gendarmes et aux policiers, parce que je suis dans le factuel. Quand je dis le port du masque, il est factuel que ça vous empoisonne le sang, il est factuel que ça ne stoppe aucun virus s'il y avait un virus à stopper. Les chirurgiens eux-mêmes le disent, le masque, c'est marqué sur les boîtes. Maintenant, ça n'est plus marqué sur les boîtes. Franchement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les boîtes ne comportent plus cette mention. Et donc, en termes de tests, là, les gendarmes, ils sont bien placés pour le savoir, parce que quand on fait des prélèvements d'ADN, on passe un petit coton-tige, là, au coin de la... Hein, ouais. Voilà, ça suffit. Qu'est-ce qu'ils prétendent faire quand ils nous prennent de l'ADN au fond de la cloison nasale, qui viennent vous faire un frottis sur la plaque du cibriforme, qui est un organe extrêmement sensible. Ils viennent soi-disant vous prélever la même trace d'ADN, dans laquelle après, on va rechercher s'il y a, on va dire, pour parler rapidement, des traces d'anticorps, dans les ADN, les brins d'ADN et d'ARN qu'on trouve dans la salive, s'il y a eu anticorps ou non de réaction sur les quelques, je sais pas, peut-être 300 coronavirus qui sont recensés. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on va être prélevé, on va vous prélever un morceau un échantillon de salive, on va juste simplement voir que vous avez réagi, votre organisme a réagi à un moment donné à une confrontation à un virus, et que ça veut dire la plupart du temps, même je crois quasiment, que ça veut dire que vous êtes en réalité immunisé. C'est-à-dire que vous êtes, non seulement vous n'êtes pas du tout malade et contagieux, mais au contraire, vous êtes protégé. Et là, ils sont en train de vous dire, ah bah, tous ceux qui sont testés positifs, c'est-à-dire qu'ils sont protégés, mais non, ce sont eux qui sont en train de contaminer. Ça, c'est une des incohérences. Puis après, on parlera peut-être pas aujourd'hui, mais du nombre de cycles d'amplification qui, au-delà de 25, déjà ne veulent plus rien dire et qui, souvent, même en France ou en Suisse, vont jusqu'à 40-45 cycles d'amplification. Tu sais, plus on amplifie, plus on peut voir quelque chose, à partir de quelque chose qui est presque inexistant. Et à partir du 25e cycle, apparemment, d'après les spécialistes et d'après l'inventeur du test, Karim Ulysse, on ne voit plus rien. Enfin bon, sur les tests, on en a des litanies. C'est extraordinaire. Mais ce qu'il faut retenir pour le test, et ce qu'il faut surtout que tous les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est que c'est une stratégie donc, pour créer une psychose et pour que les gens appliquent les consignes sanitaires qui sont des consignes génocidaires. Voilà. C'est-à-dire qu'on porte le masque, on se détruit la santé, on se fait faire des tests, on se fait détruire la plaque du cibriforme qui est un organe extrêmement sensible. Et d'ailleurs, probablement, on se fait aussi implanter une nanopuce, une nanoparticule. Ça, effectivement, je suis dans la théorie, dans la théorie de complot, l'hypothèse de crime, mais c'est quand même... Par contre, ce qui est très factuel, c'est que ça nous détruit un organe sensible. Il y a donc la glande pinéale, c'est pareil, c'est de l'ordre du factuel. Donc, toutes ces mesures sont en train de créer la troisième vague de Covid-19 ou la première vague de Covid-21. C'est ça que les gens doivent finir par bien se mettre dans la tête. C'est qu'en réagissant au stimulus de la peur, sur base de cette croyance qui leur a été insufflée grâce à ce bon pasteur, et ben ils sont eux-mêmes en train de se niquer la santé, pour parler vulgairement, et vont eux-mêmes être donc parmi cette hécatombe qui va dans pas longtemps commencer à se manifester. Et là, on va vous dire, bah, vous avez bien prévenu, heureusement on a fait le maximum, parce qu'ils sont très pervers, très machiavéliques, on a fait le maximum, donc grâce à nos efforts, l'hécatombe est bien amoindrie, alors qu'en fin de compte, l'hécatombe aura été
provoqué par ce grand jeu d'illusions et par le fait que les gens auront été crédules et se seront jetés, malgré des faits absolument irréfutables, sur les mesures sanitaires, les mesures pseudo-sanitaires qui leur sont édictées. Voilà, donc c'est là où ils veulent en venir, et je pense que les premières hécatombes se font déjà sentir parce que les vaccins donc, sont arrivés et sont diffusés surtout, hélas, sur le troisième âge. Et moi, j'ai déjà entendu dire qu'il y a beaucoup de morts, que ça commençait à tomber comme des mouches. Et ça fait dire aux gens, ah bah oui, il y a la troisième vague, il y est déjà, donc renforçons les mesures sanitaires, acceptons un nouveau confinement, etc. etc. Alors c'est pareil, le confinement, en fin de compte, on est en train pas seulement de tuer l'économie, mais de démoraliser les gens. Et ce qui est, pour revenir, après, je ne sais pas s'il te reste encore beaucoup de temps, pas beaucoup, j'aimerais quand même en parler très vite. C'est très intéressant de ce que la maladie est provoquée par l'état du milieu intérieur, comme tu disais tout à l'heure. Oui. L'état du milieu intérieur est avant tout provoqué, tributaire de nos vibrations, puisque nous sommes avant tout un être vibratoire. Oui. Ça veut dire que si on vibre avec les énergies de la peur, par exemple, on tombe malade. Donc, les gens qui ont peur vont tomber malades, oui. Parce qu'ils ont peur. Oui, pas parce qu'il y a un méchant virus qui court, parce qu'ils ont peur. Les gens qui sont désespérés et déprimés, c'est pareil. Oui. S'ils ne vont pas se jeter par la fenêtre tellement ils sont déprimés, ils vont tomber malades, ils vont clamser aussi. Et c'est ça le but du jeu. Voilà. Donc c'est pour ça que maintenant nous avons besoin que les gendarmes et les policiers comprennent bien ce qui est en train de se produire, réagissent eux, parce qu'à l'heure actuelle, la population est sidérée. Aujourd'hui, ce sont les gens qui sont complètement conditionnés, qui agressent ceux qui ont un minimum de jugeote et ne portent pas de masque. Le grand danger, il est là. C'est l'inversion totale. Donc, on ne peut plus espérer maintenant qu'il y a un réveil via l'information d'une population qui, en plus, est contaminée par les ondes électromagnétiques. La seule chose qui peut fonctionner, c'est qu'il y a un corps constitué, parce que c'est tout l'avantage du corps constitué, c'est un groupement de personnes dans un même milieu où, quand une information diffuse bien, elle est virale. Et très rapidement, elle va convaincre tout le monde. Et elle se diffuse malgré le masque. Voilà, à part les quelques traîtres. Donc, absolument. Donc, si le corps constitué, normalement, réagit bien à l'information et est réinformé, et ben, ce corps constitué qui a les moyens de régler le problème ne va pas demander l'avis au peuple. Hein. Peut-être que les gendarmes vont se faire insulter par des citoyens bien hostiles avec le masque. Mais vous ne portez pas le masque, mais vous mettez en danger la vie détruite. D'accord? Mais en attendant, la vie détruite, c'est bien raison. Mais en attendant, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent, ces gendarmes et les policiers. Il faut qu'ils aillent au contact des gens, sans masque, avec un grand sourire, en vous disant, écoutez, tout ça, on vous a raconté des cracks, maintenant dans notre circonscription, vous êtes libre de respirer, les restaurateurs, vous ouvrez, d'ailleurs, on va venir boire un café chez vous tout de suite, etc. Et n'ayez pas crainte. Si vous pouvez continuer à entendre sur BFM TV, TF1, etc., confinement, tant de milliers de morts, etc., n'en tenez pas compte. Ici, dans notre circonscription, tout va bien. Les gens sont libres de respirer, libres de rester en santé, libres de travailler. Et nous, on y participe et puis on vous sécurise. Voilà, c'est ça le message. Donc ça, cette opération simple de libération des populations par circonscription dans la paix et la bonne humeur, sans aucune violence ni même menace vis-à-vis des traîtres qui constituent le clan de l'occupant du moment, eh ben, ça va isoler justement ce gang de malfaiteurs, de criminels contre l'humanité qui occupe la nation depuis l'Élysée et Matignon. Ça va les isoler dans leurs conneries. Et après, la deuxième offensive consistera, une fois que la France aura été libérée, que les circonscriptions vont très vite se libérer parce que ça va faire tache d'huile. Hein. C'est l'avantage de la corporation. Cette corporation est le maillage de tout le territoire national et les dom-tom. Si ça commence dans une circonscription, toutes les circonscriptions vont être libérées. Tous les arrondissements. Tout simplement. Et ça, c'est le travail des gendarmes de terrain, des policiers de terrain, que leur chef soit d'accord ou ne soit pas d'accord. Bon, et ça, c'est le travail que je me suis assigné, que j'ai en route depuis 2008 avec le RRR, parce qu'à l'époque, je me battais surtout contre les réseaux pédocriminels. Je ne me bats plus que jamais contre les réseaux pédocriminels, mais là, aujourd'hui, le problème que nous avons, il concerne tout le monde. Oui. Même ceux qui disaient quoi, pédocriminel? Non, je ne connais pas, je ne veux pas voir. Là, tout le monde sait qu'il va y passer. Oui. C'est le gros avantage. Donc nous avons de l'espoir, nous allons redoubler d'efforts avec l'opération Chocolat. Et je voulais terminer par ceci, c'est que pour le moment, tu m'as parlé du CNT, de mon rôle au CNT et à la Léopold. Bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué pour ça aussi. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué en me disant « Mais Stan, qu'est-ce que tu fous là-dedans ?» Bon, bref, je passe pour les détails des critiques. C'est un outil.
avec cet outil, moi, je suis arrivé à produire un résultat que je n'avais pas pu produire en mon temps, peut-être parce que j'étais dans la clandestinité à l'époque, avec le RRR. Mais aujourd'hui, ça porte ses fruits. La seule, maintenant, je renvoie les critiques vis-à-vis de ceux qui me les font, ils me les font avec sans doute une certaine pertinence, mais faites ce que nous faisons au CNT. Parce qu'il ne s'agit pas de coloration politique ou de... Une fois de plus, si je le fais, c'est parce que c'est un outil qui me permet d'avoir des gens qui réagissent, qui le font, qui vont envoyer des courriers recommandés aux officiers de gendarmerie, qui vont aller dans les brigades de gendarmerie remettre des boîtes de chocolat. Mais il faut que tous les citoyens de France le fassent dès demain. Ce que tu dis, c'est que c'est pas intéressé. Le but, c'est pas de s'appeler CNT, c'est d'agir en tant que citoyen responsable pour se libérer de cette situation. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont fait des remarques en me disant « Mais pourquoi te laisser tomber le RRR, le ralliement des résistants pour la Révolution, pour aller au CNT ?» Mais ils n'ont rien compris. Le CNT est un outil, je veux dire, qui à la limite est au service de cette révolution, tout simplement. On s'en fiche de savoir si telle personne ou telle personne va revendiquer l'opération et le succès de l'opération. Ce n'est pas le but du jeu, c'est qu'elle ait lieu, c'est que les citoyens, étiquette ou sans étiquette, le relient des liens avec les gendarmes et les policiers, et que les gendarmes et les policiers fassent leur job. C'est pas le nom de la chapelle qui est importante. Exactement. Et d'ailleurs, je vais en finir avec cette petite annonce, c'est que justement, pour que tout le monde se décomplexe et qu'on travaille tous au niveau national sans problème d'égo, d'étiquetage, etc., c'est que je suis en train de créer un mouvement totalement indépendant qui n'a rien à voir avec la politique ou même l'outil juridique du CNT, qui s'appelle le mouvement de la révolution des chocolats. Et le mouvement de la révolution des chocolats, là j'invite tous mes amis, que mes amis soient au CNT, que mes amis détestent le CNT, ils peuvent venir avec moi dans ce mouvement et participer à ce mouvement national qui consiste en urgence à resserrer les liens avec les gendarmes et les policiers, dans un premier temps, après on ira voir nos frères soldats, avec les gendarmes et les policiers, et à faire en sorte que ceux-ci passent à l'action avec les bonnes informations et la bonne méthodologie. D'accord. Et pour rejoindre ce mouvement, comment font nos amis? Eh bien là, je suis au travail, donc ils vont dans pas longtemps entendre parler probablement d'un site. Alors je ne sais pas encore très bien comment je vais m'y atteler, mais ça s'appellera Révolution des chocolats. Et Révolution des chocolats, ça ne veut pas simplement dire c'est quelque chose qui se fait pendant décembre-janvier, pendant les fêtes de fin d'année. Non, c'est en référence à ce qui a été lancé en cette période-là et qui maintenant va faire que nous allons installer une nouvelle tradition qui est que nous allons faire en sorte, nous citoyens, d'être en contact très étroit avec nos gendarmes et les policiers toute l'année. Très bien. Alors merci pour cette bonne résolution 2021, Stan. Oui. Et puis on te dit à bientôt pour la suite des opérations justement de la révolution du chocolat. J'espère bien. Merci Bonne Chloé, soirée. merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au revoir à tout le monde.